tous, chers internautes. Aujourd'hui, nous inaugurons notre chaîne YouTube et c'est Jacques Nodel, ici présent économiste français, qui nous fait le plaisir de recevoir la feuille de droit d'Aix-en-Provence pour notre rubrique à la découverte de. Monsieur Nodel, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez vous présenter aux internautes Sudéco, s'il vous plaît? Alors, je suis professeur d'économie à la faculté de droit de l'université d'Aix-Marseille et en retraite depuis le début du mois de septembre. Ce qu'on appelle un professeur émérite, c'est-à-dire que je peux encore avoir un certain nombre d'activités, comme continuer à diriger des thèses, etc. Mais je ne suis plus en activité. Et donc, j'ai fait ma carrière au sein de l'université d'Aix-Marseille, à Sciences Po, puis en faculté de droit. Et donc j'ai toujours été l'économiste des non-économistes, c'est-à-dire avec une difficulté d'ordre pédagogique pour faire comprendre l'économie qui est réputée formalisée à des étudiants qui, eux, n'ont pas l'habitude de la formalisation. Et donc sur quoi principalement portent vos travaux de recherche? Alors au départ, j'ai fait ma thèse sur la politique monétaire de Milton Friedman, donc une politique monétaire automatique. J'ai travaillé dans ce domaine pendant pas mal de temps. Et puis quand je suis devenu maître de conférence et professeur, j'ai choisi comme champ de recherche quelque chose d'un peu différent, qui sont les questions d'éthique économique, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique des affaires, la responsabilité sociale des entreprises, plus généralement ce que le G20 appelle la moralisation du capitalisme, c'est-à-dire est-ce que l'éthique et l'économie sont deux éléments contradictoires, ou bien est-ce qu'au contraire l'économie a besoin d'éthique pour fonctionner correctement. Donc c'est surtout dans ce domaine, j'ai notamment créé il y a à peu près 25 ans un centre de recherche en éthique économique qui organise chaque année un colloque. L'an dernier, enfin au mois de juin, c'était sur éthique et numérique, tous les problèmes que pose le numérique sur le plan moral. Et l'année prochaine, au mois de juin 2016, ce sera sur moralité et immoralité des revenus. Tous les problèmes liés, depuis les retraites chapeau jusqu'à la spéculation, toutes les questions de taux d'intérêt, au salaire, au profit, etc. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous appelez la doctrine sociale de l'Église? Alors ça, c'est un autre de mes champs de recherche qui est lié aux questions éthiques. C'est le fait que la plupart des religions ont une conception de l'homme et donc de la morale et souvent en tirent les conséquences sur la vie économique et sociale. Et donc ce qu'on appelle l'Église, ce sont les églises chrétiennes, catholiques ou protestantes ou orthodoxes, et notamment au point de vue chrétien parce qu'il y a ce qu'on appelle un magistère, donc l'existence du pape, des évêques, il y a un corpus qui a été constitué depuis un peu plus d'un siècle de grands textes qu'on appelle des encycliques sociales, et donc qui analysent l'actualité en fonction de principes qui ne changent pas. Le principe de base étant évidemment la dignité de la personne, et on trouve ensuite des éléments comme le bien commun, la subsidiarité, la solidarité, l'importance de tout ce qui existe entre l'individu et l'État, ce qu'on appelait autrefois les corps intermédiaires, etc. Voilà. Et donc, pour prendre l'actualité la plus récente, le pape François a sorti une encyclique sociale sur les questions écologiques, parce qu'évidemment l'écologie est un sujet d'actualité important. Et donc, au-delà de cette vie d'enseignant-chercheur, comment, je dirais, quelle est justement cette vie-là d'enseignant-chercheur? Est-ce que c'est justement donc il y a évidemment la partie enseignement, la partie publication, concrètement, comment s'organise justement cette vie-là? Alors, je dirais que c'est un métier tout à fait passionnant. Et je ne peux qu'encourager les vocations s'il y a des étudiants qui se sentent intéressés. Simplement, c'est un cursus un peu long. Ça nécessite d'abord un certain nombre d'études préalables, au-delà des 5 années classiques, passer une thèse, et puis ensuite passer des concours qui permettent d'être indépendant du professeur, avec tout un ensemble de sous-catégories. La vie, elle est d'abord enseignée, c'est évident, mais cet enseignement doit reposer sur des travaux de recherche. Et donc, si on nous appelle enseignants-chercheurs, c'est bien pour qu'on fasse bénéficier les étudiants des travaux que l'on a pu faire.
Ensuite, les enseignants-chercheurs doivent participer à la vie de l'université, c'est une condition pour rester autonome par rapport au pouvoir public ou aux fonctionnaires. Et donc, à tour de rôle, les enseignants doivent accepter des fonctions de directeur, de doyen, de président. Moi-même, j'ai été directeur des études à Sciences Po, ou vice-président de l'université, d'une relation internationale, ou assesseur à la scolarité en fac de droit, etc. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, il faut que ça tourne. Mais le point qui me semble le plus important, c'est que si les enseignants-chercheurs travaillent beaucoup, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ils ont en réalité aussi une très grande liberté dans la gestion et de leur thème de recherche et de leur temps d'activité. Très bien. Donc Nicolas va poser une question concernant l'actualité. Voilà, donc j'aimerais bien savoir votre regard sur l'essoufflement des pays émergents tels que la Chine. Finalement, est-ce que c'est pas la fin d'un cycle inévitable? Alors c'est possible, mais il faut, avant d'avoir vu le côté négatif, voir le côté positif. Ce sont des pays qui viennent de ce qu'on appelle le sous-développement, et donc dans lesquels, par exemple, les gens ne mangent même pas à la fin, et ce sont des pays qui se sont développés grâce à leur ouverture sur l'extérieur, commerce international, ils se sont insérés dans les échanges internationaux. On pensait que ça n'était pas possible parce que nous avions la technologie et pas eux, mais d'un autre côté, eux avaient d'autres avantages. C'est sûr que la main-d'œuvre est moins chère, et donc cet ensemble de phénomènes leur a permis de se développer extrêmement rapidement. Partant de zéro, il était assez normal qu'ils aient des taux de croissance de 5, voire 10, voire 11 ou 12% dans le cas de leur Chine. Mais au bout d'un moment, ce phénomène s'essouffle, on le voit bien dans les pays développés, et la crise qui a touché le monde développé s'est répercutée sur les pays émergents parce qu'il y a une grande interpénétration des économies qui fait que si l'Europe ou l'Amérique a une croissance plus faible, ils vont acheter moins de produits en provenance des pays émergents, et donc tout naturellement ça s'essouffle. Maintenant, ils ont aussi à réfléchir probablement sur leur modalité de croissance. La croissance de la Chine était essentiellement tirée par les exportations, une très grande épargne intérieure et très peu de consommation. Il est sûr que les Chinois, voyant leur revenu augmenter, vont tout naturellement souhaiter consommer plus, et donc la Chine devra sans doute faire un rééquilibrage entre l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Concernant les pays occidentaux aujourd'hui, donc la crise on a l'impression qu'elle n'en finit plus. Justement, comment retrouver les chemins de la croissance? Je crois qu'il faut pour ça faire une analyse des causes de la crise. Et la crise, me semble-t-il, vient d'abord d'un très grand laxisme monétaire et budgétaire. Il est sûr que la crise des subprimes aux États-Unis, des crédits immobiliers, vient du fait qu'on a voulu forcer le rythme de la croissance par une politique monétaire de très faible taux d'intérêt. La Banque centrale américaine a poussé les banques à accorder des crédits à des ménages non solvables, et donc on a vécu sur l'illusion que la monnaie créait la richesse. Pour contrer la crise, on a cru bon d'aller encore plus loin dans les politiques de relance budgétaire en 2008-2009, et on a creusé les déficits budgétaires, on a creusé les endettements, et le résultat, c'est la crise des dettes souveraines, qui a culminé évidemment en Grèce, et qu'on voit très bien dans la plupart des autres pays, en Europe ou ailleurs. Tout ça, me semble-t-il, vient de l'illusion keynésienne, selon laquelle c'est la demande qui est le moteur de l'économie. Or, la plupart des grands économistes, dès le début du XIXe siècle, comme Jean-Baptiste Say, considéraient que dans une économie de marché, c'est l'offre qui est première. Et l'offre, ça vient des entrepreneurs. Et l'entrepreneur investit, crée des richesses s'il est incité. Et donc c'est plus du côté des incitations, fiscales ou autres, que l'on doit se tourner plutôt que du côté des relances artificielles. On ne résoudra la crise que si on comprend vraiment comment fonctionne une économie de marché. Alors, vous proposez d'humaniser l'économie. Comment concrètement
on s'y prend? Alors, humaniser est un terme assez général, mais c'est la question de l'éthique économique qui est posée. On a parfois pensé que morale et économie étaient inconciliables. On a de vieilles histoires au début du XVIIIe siècle avec Bernard Mandeville, la fable des abeilles, qui expliquait que c'est les vices privés qui font la prospérité de la publique. Et donc il y aurait une contradiction entre l'économie et la morale. Aujourd'hui, on se rend compte que l'immoralité est contre-productive parce que l'économie de marché repose avant tout sur les échanges, les contrats, la confiance. Et si on a le sentiment que son partenaire économique ne respectera pas sa parole ou la parole écrite, signée, le contrat, ou essaiera de truander son client ou son fournisseur, le système économique risque de se gripper et la moralité, l'honnêteté, disait Hayek, est la base nécessaire d'une économie de marché. Une économie de marché ne peut bien fonctionner ni dans un vide juridique, ni dans un vide moral. Elle a besoin d'institutions qui canalisent les comportements, comme les droits de propriété, le respect des contrats, et puis de la certitude que l'acteur qu'on a en face est fiable, et donc qu'il y ait un minimum de morale commune. Alors ce qu'on appelle humaniser l'économie, moraliser le capitalisme, etc., l'éthique des affaires, tout ça va dans le même sens. Il faut créer un climat de confiance pour que les échanges économiques puissent se dérouler de manière acceptable. Très bien. Bien, M. Naudet, merci beaucoup de nous avoir reçus pour cette interview qui a été fort enrichissante.